KO et Michael Paty pour Lève-toi. Clap du début. Le vent murmure des vérités sous les branches pliées, fatiguées. Ils veulent que je vende mon âme. Quoi qu'il en soit, je reste fils de Marianne. Alors bonjour Michael. Bonjour Karim. Et ravi d'être avec toi aujourd'hui, ravi de pouvoir échanger. Alors on est dans cette belle salle d'ailleurs, belle salle prêtée par la ville de Nice, et je suis heureux de débattre avec toi. Je vais te poser quelques questions, je te laisse y répondre, ta carte blanche, et sans plus attendre, on va y aller. Alors Michael, de plus en plus de professeurs font face à la violence actuellement dans nos écoles, collèges et lycées. Des gamins avec des couteaux dans leur sac d'école, des enseignants en burn-out. Cette vague de violence qui commence un peu à toucher toute la France. Comment pourrais-tu expliquer la naissance de cette vague et ce que vit actuellement la France? Cette montée de violence au niveau institutionnel, donc dans nos établissements, n'est pas récente. Les prémices datent déjà des années 2000, où certains avaient déjà décrié les manquements institutionnels qui n'étaient pas là pour essayer de prendre la défense des enseignants, pour essayer d'endiguer ce qui était en train de monter. Donc on se retrouve maintenant 25 ans plus tard avec une violence qui est exponentielle, qui est d'autant plus le plus souvent armée de couteaux, où des enfants trouvent le moyen de se rendre dans les établissements scolaires munis d'une arme pour se défendre selon eux. Alors que attaquer un enseignant, un surveillant, ce n'est pas se défendre. Ce qui se passe, je pense que cette montée de violence vient peut-être de 3 points principaux. Donc, c'est la montée de l'islamisme qui gangrène la mentalité des enfants, de leurs parents, et sont de plus en plus dans la revendication identitaire auprès de tout enseignant. Secondement, donc, c'est plutôt cette défaillance institutionnelle que je soulevais, qui prône une culture qui vise à ne pas faire de vagues, à éviter stigmatisation et amalgame. Et en dernier, ce qui a permis, je pense, un essor exponentiel récent, c'est les réseaux sociaux, qui sont là pour véhiculer des propos appelant à la haine et, au besoin, peuvent mettre des cibles derrière le dos de quelqu'un. Tout à fait. Tu viens d'évoquer ce fameux pas de vague. Ce pas de vague, est-ce que d'après toi, il existe toujours actuellement dans l'éducation nationale? Et est-ce que d'ailleurs, même ce pas de vague, on pourrait même se poser la question, est-ce qu'il n'existe pas dans d'autres institutions? Par exemple, je pense à la police, je pense à d'autres institutions aujourd'hui à qui on dit t'as rien vu, tu t'es, on camoufle un peu tout. Oui, je pense que le pas de vague, c'est devenu une culture. C'est quelque chose qui a été très présent au sein de l'éducation nationale, avec notamment le droit de réserve, mais c'est également connu dans plusieurs institutions, comme tu le soulèves, dans la police, choses comme ça, où il faut absolument éviter que les choses puissent être mal interprétées, notamment au sein des renseignements territoriaux par rapport à ce qui s'est passé à mon frère. Même si des choses ont été remontées, soulevées, signalées, globalement, on a une politique d'apaisement qui veut absolument ne pas dire haut et fort ce qu'il se passe en vrai. Tu leur renvoies encore? Mais je leur en voudrais tout le temps. À l'heure actuelle, parce il y a que des enquêtes. Ton frère a bien émis des signalements forts. Certains étaient au courant. Rien ne s'est passé. C'est ce fameux pas de vague ou la peur? À la base, c'est le pas de vague. La peur, je pense, est un alibi à beaucoup pour ne pas agir. À l'heure actuelle, c'est que plutôt personne n'arrive à gérer les situations, n'ont pas trouvé des moyens pour désamorcer des crises qui peuvent être, je dirais, en train de couver, qui peuvent exploser à tout moment. La peur, je crois, n'est plus entendable de nos jours. Alors, je parlerais peut-être de réelle volonté politique, en fait, de ne pas avoir peur de prendre le problème à bras le corps. Aujourd'hui, on voit que malheureusement, depuis ce qui s'est passé
pour ton frère ou pour même Monsieur Dominique Bernard, en fait, on voit que rien n'a changé et je dirais même qu'en fin de compte, ça a continué. Et encore là, il y a moins d'une semaine, je pense qu'ils ont trouvé un gamin en CM2 avec un couteau dans le cartable. Oui, il y a d'ailleurs eu encore un fait ce matin où un élève s'est carrément introduit dans l'établissement avec un couteau et qui, lui, par contre, voulait s'en prendre à des camarades. Il faut comprendre que le fait de ne jamais vouloir traiter les situations, ça rend fou. Mais je dirais que ça rend fou aussi les enfants qui sont totalement perdus, qui vivent dans un milieu omniprésent de violence, d'agression. Et tout le monde à l'heure actuelle s'en étonne, mais je dirais que rien n'a été fait pour construire un monde qui serait à l'heure actuelle rassurant. Pour toi, comment t'envisages l'avenir en France? Est-ce que tu crois vraiment qu'un homme providentiel va arriver ou que le système politique va faire changer réellement les choses? Parce qu'en fin de compte, en ce moment, ce qu'on voit, c'est que cette ultra-violence ne cesse d'augmenter. On voit que, par exemple, à chaque événement populaire, pareil, t'as de la violence partout. Et puis, d'un autre côté, t'as des politiciens, des ministres qui n'ont pas ta vie, qui n'ont pas ma vie, qui développent certains discours avec des éléments de langage qui sont déjà construits, déjà faits. T'as envie de leur dire quoi, ces gens-là? Qu'il faudrait sans doute qu'ils sortent un petit peu de leur sphère et qu'ils entendent peut-être ce que le peuple a à dire. Je tiens juste à rappeler que ils sont là parce qu'ils ont été élus. Mais s'ils voulaient à un seul moment vérifier si on était satisfait de leurs actions, ils pourraient à minima faire un référendum. J'ose rappeler que le dernier référendum en France date de 2005, sur lequel la France a dit non. Et du coup, on n'a pas respecté la parole des Français. Donc, ça, c'est terrible. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui en dit long. Sur leur volonté de simplement, eux, rester au pouvoir, quoi qu'il en coûte. Ah. Et que quelque part, on ne leur serve que de petites mains. Tu vois, moi, ce que tu dis, c'est un truc qui me touche parce que la France, les Français que nous sommes, je pense que nous sommes gentils. Quand on voit tout ce que nous vivons, nous sommes quand même un peuple gentil. Mais en fait, nous sommes un peuple à qui on ne donne pas la parole. En fait, on nous donne la parole soi-disant avec un bulletin de vote, mais comme tu l'as évoqué lors de l'élection présidentielle, par exemple, je parle surtout du second tour de l'élection présidentielle, 29% d'abstention. 29% d'abstention, c'est-à-dire que ça représente énormément de Français à qui la politique et le discours politique est devenu totalement inaudible. C'était en 2022. Et je pense que pour 2027, ça risque de grandir. Effectivement, moi, personnellement, tu vois, niveau politique, je serais pour instaurer un nouveau truc, c'est-à-dire que vous êtes élu président de la République, lors de votre quinquennat, vous êtes dans l'obligation de proposer 2 référendums aux Français. C'est une obligation. Voilà. Mettre ça sur la Constitution, des référendums sur la sécurité, sur l'éducation ou autre. Mais effectivement, moi, personnellement aussi, je trouve qu'en France, nous n'avons pas la parole. Oui, je pense qu'il faudrait nous demander plus souvent notre point de vue, notamment sur les sujets régaliens. Tout à fait. Ceux qui nous touchent véritablement à cœur, c'est que je pense que les Français, dans la grande majorité, on est capable de faire beaucoup de sacrifices. Mais sur certains sujets, notamment l'éducation, notamment la sécurité intérieure, ces sujets-là, je dirais, ne sont pas négociables. Je suis d'accord. Tu sais, souvent, hier encore, j'étais avec le maire de Drapt, M. Nardelli. Tu sais, je défends des propositions vraiment chiffrées, tu vois, optimisées. Et moi, quand je vois tous ces jeunes adultes ne pas respecter la police, les symboles de la République, des fois on en voit pas de diplôme, rien. Tu sais que moi, personnellement, vraiment et réellement, je lutte pour qu'on remette en place le service militaire obligatoire. Parce que pour moi, c'était l'endroit, si tu veux, dans lequel il y avait un cadre, dans lequel il y avait une réelle mixité, dans lequel, en fait, les jeunes pouvaient passer des diplômes, passer le permis, et puis surtout répondre à des ordres. Et si tu veux, moi, des fois, je fais des référendums de rue. Tout le monde me dit qu'ils sont d'accord avec cette proposition. Toi, t'en penses quoi, concrètement? Alors moi, concrètement... Et est-ce que tu as des potes qui ont déjà fait l'armée ou quoi? Toi, t'en penses quoi? Alors, moi, je suis à un âge suffisamment avancé pour avoir eu... des potes déjà qui ont fait l'armée. À l'heure actuelle, je comprends ce que le service militaire peut offrir comme cadre. Un cadre. Mais je pense qu'il faut surtout appuyer le cadre républicain dans lequel nous avons tous bercé,
qui a été quand même laissé en pâture Totalement. à l'heure actuelle, que ceux qui l'ont défendu fut un temps sont plutôt aux abonnés absents. Je pense qu'il y a des acquis qui n'en sont jamais. Il faut toujours se battre pour les conserver. Et je pense que le principe et les valeurs républicains en font partie. Et à l'heure actuelle, comme tu as dû t'en apercevoir aussi, on a quand même aussi un camp qui, par contre, je dirais, lutte contre nos valeurs de la République pour, je dirais, à des fins électorales Oui. et même, je dirais, à des fins d'égo, Oui. qui est souvent Oui. surdimensionné. Oui, 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 non mais je n'ai aucune envie de les citer. D'ailleurs, je pense que les personnes qui verront la vidéo savent très bien de qui on parle, de quel camp tu parles. Pour moi, ce camp-là, c'est le camp le plus dangereux parce qu'en fin de compte, c'est de la manipulation. Les gens qui font partie de ce camp où leurs électeurs aujourd'hui se font manipuler et je rêve que beaucoup de ces électeurs dans les prochaines années ouvriront les yeux. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui je prends mes responsabilités en faisant ce genre de vidéo avec toi et avec d'autres personnes du monde sportif, artistique ou politique. Ces gens sont dangereux pour l'avenir de la France, pour tes gamins et pour mes gamins. Énormément dangereux. Je te rejoins totalement. Et le problème, c'est que, en fin de compte, pareil, ça grandit au même rythme que grandit cette vague de violence en France et on n'arrive pas à voir la fin de ça. On ne sait pas comment rectifier cette chose-là. D'un côté, moi, je suis pour la démocratie. Ces gens-là, ils ont un parti politique, donc je le respecte parce que je respecte les lois de la République et la démocratie. De l'autre, ça me fait flipper. Moi, je pense que quand on a des partis qui peuvent avoir des propos dangereux, qui peuvent être jugés anti-républicains, qui peuvent être jugés antisémites, il faut former un cordon sanitaire autour d'eux pour éviter leur expansion. Leurs idées sont parfois dangereuses et il faut qu'on soit nombreux à les dénoncer et au besoin à faire appel à la justice pour montrer que leurs propos ne sont pas possibles. Est-ce que tu serais, pour la dissolution de ce parti, clairement? Alors, je n'ai pas à exprimer d'opinion sur une quelconque dissolution d'un parti. Moi, je pense qu'il faut que ce parti, que on soit beaucoup plus nombreux que ce qu'on est à l'heure actuelle, à dénoncer, coûte que coûte, à chaque fois qu'ils commettent des actes qui ne rentrent pas dans le cadre républicain que je défends. Au niveau de tout ce qu'on parle, on va aussi parler de la responsabilité parentale. Des gamins tard la nuit qui squattent à 10, 12 ans, à 10, 11 heures du soir. Une fois de plus, les symboles de la République, face à des provocations de ces mêmes gamins, parce que des fois, ce sont des gamins, des fois, c'est des gamins de 10, 11 ans, 12 ans. Que faire? Il y a certaines villes pour essayer de contrôler tout ça, mettre des couvre-feux. À qui on demande à la gestion que ça soit fait par la police municipale, qui ne travaille pas la nuit. Donc c'est parfois un peu risible cette prise en charge. Oui, il y a des gamins qui traînent, qui sont vraiment très jeunes, beaucoup trop jeunes pour traîner nos rues, où ça m'étonnerait que ça soit la nuit qu'ils fassent de bonnes fréquentations. Tu es maman, je suis papa. J'imagine que ton fils, je vais pas le retrouver à 23h à squatter la rue. Comme moi, j'arrive pas à comprendre comment les parents arrivent à passer leur soirée au domicile avec leurs gamins de 10, 12 ans dans la rue comme ça. C'est des trucs qui me... C'est difficile à comprendre pour nous qui mettons un point d'honneur à essayer d'élever nos enfants. Et élever, c'est bien le mot, c'est porter vers le haut. Donc on le sait que des enfants de 10, 12 ans, même beaucoup plus, n'ont rien à faire tard le soir dans les rues. Qu'il serait mieux à la maison, sans doute au lit vu l'heure tardive, pour être capable de se lever le lendemain, ce qui reprend un petit peu le mouvement que tu prônes, pour construire leur avenir. Est-ce que tu penses qu'il faudrait vraiment sanctionner les parents? Je crois que c'est Bruno Retailleau qui défend l'idée de couper les aides de la CAF, enfin, même d'autres politiques qui défendent cette idée-là. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Moi aussi, j'ai mon idée sur ça, j'ai une réponse sur ça, j'aimerais t'entendre sur ça. Alors, sur ça, moi, ce que je pense, c'est que c'est évidemment difficile à entendre pour une grande partie de la population, qu'on doit faire preuve de répression, quand simplement, ça nous paraît simple pour la plupart des gens, de prendre soin de nos enfants et de les élever. A priori, ce n'est pas quelque chose de si évident. Il y a parfois des questions de lieu, que dans une cité, les conditions ne sont pas les mêmes que si on habite un pavillon somptueux en ville, évidemment. Néanmoins, à force de ne rien faire, parce que
on ne fait rien C'est depuis ça, des c'est années, une inaction. on voit bien que les choses s'aggravent et ne font que s'aggraver. On peut effectivement défendre l'idée que parce qu'il y a un enfant défaillant dans une famille, il est quand même dommage de faire imputer ses frères et sœurs, etc. Merci, bah, écoute, tu me rejoins. Ça reste toujours cette partie-là qui est difficile à passer. Moi, par contre, je pense que il faut sanctionner celui qui est coupable et non pas l'ensemble de la famille. C'est quelque chose qui, pour moi, reste encore... Je peux pas passer outre ça. Bah, écoute, mais par contre, là, à l'heure actuelle, c'est que l'enfant qui pose problème au sein d'une famille n'est pas réprimandé. En fait, il n'y a rien à l'heure actuelle. Donc, je pense qu'il y a une juste mesure à avoir. Et que la menace peut être utilisée si les parents montrent clairement un abandon total de leur responsabilité parentale, parce que c'est ça. On revient toujours, en fin de compte, à la responsabilité parentale. On a grandi, bon, moi j'ai grandi à la DAS, ma grand-mère adoptive, mon grand-père adoptif, pareil, j'ai grandi dans un certain cadre strict, certainement, peut-être, mais en fait, cette droiture a fait que du coup, j'ai réussi à m'élever, à comprendre qu'il y avait des limites à pas dépasser, à comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu as réellement l'impression qu'il y a un peu ce truc du gamin roi, de l'enfant roi. Pour revenir par rapport à l'éducation nationale, aujourd'hui, quand un professeur vient à sanctionner un enfant parce qu'il a fait une erreur grave, hein, qui plus est, et quand le même professeur demande en réunion de rencontrer le papa ou la maman directement s'en prend directement au professeur. Et puis le professeur, d'ailleurs, le pire, c'est qu'il n'a pas le soutien de sa hiérarchie, parce qu'on revient en plus sur le pas de vague en disant, bon allez, calmez-vous, prenez sur vous. Mais non, je vais pas prendre sur moi. Moi, je travaille dans les collèges, dans les lycées niçois, des fois j'entends des trucs, c'est pas possible. Tu dis, non, mais c'est là, c'est à moins de 5 km de chez moi. Ce qui est dingue, c'est que pour essayer d'éradiquer ce genre de comportement, il y a des stages de parentalité quelque part qui ont été créés pour expliquer globalement ce qu'il faut faire. En fait, on se retrouve à faire des stages pour vous dire, mais vous avez mis des enfants au monde, élevez-les en fait, éduquez-les. C'est ça le stage de parentalité. Moi, je trouve que c'est terrible, c'est bien. Tant mieux si ça peut servir, hein. Je pense qu'on a créé un système avec une société où il y a beaucoup d'assistanat. D'assistanat, c'est ça. En permanence. Où on a l'impression que ce qui est normalement presque intuitif ne l'est plus. Exactement. Je pense qu'il y a un gros problème au niveau de la société où plus personne, c'est un bien grand mot, ne se sent concerné par ses devoirs. Et pourtant, être parent, c'est notre premier devoir. Énormément de travail aussi. T'as combien d'enfants? 2. 2, comme moi. Quel âge? Bon, c'est des jumeaux, ils ont bientôt 12 ans. On vous fait un bisou. Alors, on s'approche de la fin de notre échange. Michael, tu penses quoi, toi, du mouvement Lève-toi? Alors, le mouvement Lève-toi, donc que tu as fait naître il y a quelques semaines, ça a été, pour moi personnellement, une bouffée d'oxygène. Une bouffée d'oxygène qui m'a fait du bien, que j'ai fait partager et que j'ai parfois eu en retour. C'est bien, mais ils sont pas assez. Et là, je me suis dit, bon, moi j'ai vu tout de suite le potentiel de fédérer par ce mouvement, que on arrive par un autre biais à faire entendre nos voix, qui ne sont pas plus idiotes que d'autres, et qui, je pense, méritent d'être entendues, et que on peut faire des plateaux télé pour s'exprimer, mais les réseaux à l'heure actuelle ne sont pas que là pour véhiculer la haine. Exactement. Et que lève-toi, moi ça rejoint le mot élève-toi. Ça me met, regarde, alors je te mens pas, tu le vois, hein, tu le vois bien, tu vois que c'est pas des lol, ça me met des frissons, parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'au tout début, le mouvement est né d'une façon assez naturelle, mais en fin de compte, ce sont les internautes qui le font monter, ce mouvement, et c'est exactement ça, c'est qu'on continue à s'unir. Aujourd'hui, quand on parle des réseaux sociaux, on parle surtout de cyberharcèlement, on parle de vidéos extrêmement violentes. Si aujourd'hui ce mouvement peut effectivement, comme tu l'as dit, apporter de l'espoir, parce qu'en fait aujourd'hui, quelque part, c'est qu'on ne se parle pas. On est toujours connecté sur nos téléphones portables, on regarde toujours notre écran, mais on n'apprend plus à se parler d'une manière ou d'une autre. En fait, on ne se calcule plus. Donc aussi, le mouvement Lève-toi, c'est stop, venez, on se regarde, ok, vous êtes différents par votre religion, votre culture ou autre, mais regardez qu'en fait, on pense exactement pareil. Et je suis conscient que
En tout cas, si on continue à s'élever comme ça, à grandir comme ça, je suis conscient que les gens en haut vont entendre parler de nous d'une façon extrêmement pacifique, mais il va falloir qu'ils comprennent, ces gens-là, que nous, on n'a pas fait l'ENA, que toi, tu as ton vécu, que ton vécu, il a été très difficile et il sera encore très longtemps, et que le peuple, que les gens comme nous, eh ben, on est dans la vraie vie, et qu'à un certain moment, c'est bien aussi d'avoir des gens issus de la vraie vie pour pouvoir élever le futur de la France. Voilà. Donc moi, ça me fait vraiment plaisir, en tout cas, de pouvoir échanger avec toi. La dernière question, c'est pas une question, c'est un truc que je fais avec tout le monde. Alors, je sors mon chronomètre. Tu vas avoir 1 minute dans lequel tu peux dire ce que tu veux face caméra. C'est-à-dire que moi, je n'existe plus. T'as 1 minute. Non, attends, j'ai pas mis le chrono. Je te laisse réfléchir le temps que je mette le chrono. Donc, ça s'appelle la minute libre. Je le fais avec tout le monde, avec Olivier Marchal, avec Monsieur Nardelli, avec le joueur de foot Romain Genevoix. Et je le ferai avec tout le monde. Ça se passera face caméra. Je te dis top et tu as 60 secondes pour dire ce que tu veux. 3, 2, 1. À toi. Eh ben, écoutez, moi, le message que je voudrais essayer de porter, c'est un texte de Marc Aurèle qui, en substance, explique que quelque part, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, qu'on doit accepter, mais que par contre, qu'il faut parfois faire preuve de courage pour essayer de changer celles qui peuvent être changées. Et en dernier, c'est avoir la sagesse de faire la différence entre les deux. En fait, tout ça pour dire que si on ne fait rien, on change rien. Et je pense que personne n'a envie de l'avenir qui est en train de se dessiner en France avec cette ultra-violence, que chaque événement joyeux sera transformé en émeute. Donc, moi, je pense qu'on peut tous, citoyens, essayer de changer nos lendemains. Mais écoute, c'est absolument énorme. Et je vais le montrer face caméra. Tu le vois. Tu dois avoir le chronomètre en tête. 1 minute 36. Ça me touche. On approche à la fin de notre entretien. Si tu veux bien, j'aimerais terminer par un petit message d'amour. J'aimerais apporter un message d'amour à tous les maîtres, les maîtresses et les enseignants. Parce que on parle pas assez de vous en France, alors que vous faites un travail admirable. Vous élevez nos enfants, vous les faites grandir, vous leur donnez le savoir. Donc, j'aimerais que ce message-là n'aille pas à la ministre ou au ministre de l'Éducation nationale, qu'il aille directement à ceux qui sont en contact avec le futur. Et en France, le futur, ce sont nos enfants. Et aujourd'hui, le futur aussi, c'est le mouvement Lève-toi. Donc, nous, on va continuer. Un énorme bisou à la famille de Monsieur Dominique Bernard. Un énorme bisou, bien sûr à la maman d'Elias, à toutes ces personnes-là qui ont malheureusement perdu la vie. Et un énorme bisou à ton frère. Voilà. Merci, Karim. Lève-toi. Quoi qu'il en soit, je reste fils de Marianne.